Bienvenue sur ITV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Khalidou Diallo. Khalidou Diallo est président du conseil académique de l'Institut Polytechnique de Dakar. Il est en même temps historien, ancien ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de la refondation de l'éducation au Sénégal. Il y a un débat qui est ouvert, des rencontres ont eu lieu. Vous avez fait un papier dans la presse qui a attiré l'attention de beaucoup de personnes. Pour parler de réforme curriculaire ou de refondation curriculaire, une distinction essentielle. On veut refonder l'éducation au Sénégal ou faire une réforme. À votre avis, quelle est la meilleure option? Merci Alassane, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je réponds à vos invitations parce que vous vous intéressez toujours aux questions d'actualité. Merci, monsieur le ministre. Et c'est vrai que la refondation initiée par M. le Président de la République qui a demandé à M. le ministre de l'Éducation nationale, Guirassy, de la mettre en œuvre, ils disent bien refondation et non réforme. Alors, depuis l'indépendance jusqu'à présent, au Sénégal, il y a eu plusieurs réformes. Il s'agit là d'essayer d'améliorer le système éducatif, de modifier les programmes et d'apporter un certain nombre d'initiatives et de changements. Tandis que la refondation, c'est une remise en cause totale du système et avec une nouvelle vision de la société, mais également une forme d'adaptation à la situation actuelle et qui met en priorité, disons, le développement du pays avec une adéquation entre la formation, l'emploi, et pour que le pays puisse se développer à partir du système éducatif, qui tient compte de ces réalités, de ces langues nationales, d'un ensemble de choses, bien sûr, qui font que le système peut changer. C'est très compliqué dans un pays anciennement colonisé qui utilise la langue étrangère et qui également a des difficultés de développement. Dans beaucoup de pays du monde, il y a eu de grandes références. Vous avez cité la Finlande, l'école de la confiance. Vous parlez aussi de Singapour, apprendre mieux plutôt qu'apprendre plus. Il y a aussi l'Ontario au Canada, une approche fondée sur les compétences. Vous avez parlé de la Nouvelle-Zélande, flexibilité et la personnalisation des parcours. L'Estonie, la révolution numérique. Vous avez parlé aussi de la Chine, l'éducation au service du développement. Tous ces formats, c'est en fonction des besoins de ces pays-là qui nous ont mis en place. Au Sénégal aujourd'hui, si vous voulez faire justement la refondation de l'éducation, comment peut-on la faire? Oui, pour tous ces pays, d'abord la première chose, c'est que on ne laisse en rade personne. Ce sont des éducations inclusives. Handicapé, ou bien on ne dit pas il est faible, il est nul, on le laisse en rade. Mais chaque personne, chaque niveau, chaque individu, individuellement est pris en charge. Et en fonction de ses capacités, peut réussir. C'est le point commun de l'ensemble de ces pays. Bien sûr, ce qui n'est pas le cas au Sénégal, où d'abord, du point de vue même de la scolarisation, elle n'est pas encore universelle. Eh bien, on est à 82,80% de taux de scolarisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Si on prend surtout le cas de la région de Diourbel, où le taux de scolarisation est même autour de 56%. Alors, donc on a un problème de taux de scolarisation. Mais également, on a un problème d'harmonie. Il y a des régions qui sont laissées en rade et tout ça. En plus de ça, il y a bien sûr la question de l'inclusion. Beaucoup également d'élèves, d'enfants sont laissés en rade du fait de leur handicap parce qu'on ne peut pas s'adapter à leur situation. Mais plus grave encore, même ceux qui réussissent à l'école, surtout avec des diplômes, finalement, qui n'ont pas de débouché. Le taux de chômage actuellement des jeunes qui ont des diplômes, que ce soit de baccalauréat, soit de même le niveau licence ou maîtrise, mais ça fait pratiquement plus de 50%.
Et ça, c'est un drame. C'est l'enseignement qu'on donne à nos enfants n'est pas adapté aux réalités du pays. Bon, c'est un enseignement, disons, qui ne correspond pas aux besoins du pays. C'est vrai également. Également, on a une conception de l'école qui fait que quand quelqu'un va à l'école, c'est pour être fonctionnaire ou pour être un cadre. Sur les 18 millions de Sénégalais aujourd'hui, il n'y a que 180 000 à peu près fonctionnaires. Mais tous les autres, ils font quoi? Mais ils sont dans l'agriculture, ils sont dans l'élevage, ils sont dans la pêche, et certains sont en ville, et tout ça. Alors, on devrait faire une éducation qui est adaptée à ce type de travail. Et pour cela, il faut changer les mentalités. Oui. Hein? Alors, il faut changer les mentalités, enlever dans la tête des parents et des enfants que entrer à l'école, ce n'est pas forcément avoir seulement le bic. Il s'agit également de faire le travail manuel, d'être entrepreneur, hein, et le potentiel est là. Si je prends la région des fleuves, la vallée des fleuves où je suis né, il y a tellement de terre, il y a tellement d'eau. Quand on a de la terre, on a de l'eau, on a du soleil, eh bien, on a même des engrais. Mais il reste quoi? Je pense que ce qui reste, bien sûr, c'est le financement et la modernisation. Et pour cela, il faut que l'État s'implique. Mais également, il faut que les parents puissent investir dans ça, mais pas seulement investir dans le bâtiment, ou investir dans le commerce, ou investir ailleurs. Donc le Sénégal a un problème d'adaptation de la formation des jeunes par rapport également aux besoins du pays. Mais également, le Sénégal a un besoin également problème de langue. Alors, c'est démontré que quand on apprend avec la langue primaire, les gens disent langue maternelle, pas forcément, parce que tu peux avoir une maman qui parle Peul ou Diola et tout ça, mais toi tu es dans un milieu Wolof, tu ne parles que Wolof. Donc, c'est pas la langue maternelle, c'est la langue du milieu. Vice-versa, tu peux être Wolof, être autre chose, et être né dans un pays Diola où l'environnement parle Diola ou dans le Peul, mais tu commences par ça. Tu as la langue primaire de l'enfant. C'est avec cette langue-là que l'enfant doit commencer, hein, au niveau de l'éducation à apprendre. À un certain niveau, bien sûr, il faut bien sûr intégrer la langue française. C'est notre histoire. On ne peut pas renier notre histoire. Et puis c'est une langue également internationale. Mais la langue française elle-même est une langue qui n'est pas née française, mais elle vient d'autres langues. Elle a puisé dans d'autres langues. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc, la langue maternelle, la langue primaire, quand on commence par là, on peut avoir un taux de réussite de 100% pour nos enfants. Mais également mieux être brillant en sciences, en mathématiques et dans toutes les matières. Et là encore, je pense que la refondation actuelle doit tenir compte de ça, cette situation. Et c'est bien des choses parce que le ministre déjà a rencontré les linguistes et tout ça sur ces questions. Il faut dire que ce n'est pas nouveau tout de même. Ouais. Mais dans des pays... Très longtemps, depuis Senghor, qui a fait un décret pour reconnaître les 6 langues. Et puis les États généraux de l'éducation, il y a eu beaucoup d'expériences sur ces langues-là. Il y a eu beaucoup d'expériences et qui ont réussi. Moi-même, j'avais évalué les expériences. Il ne reste que la généralisation. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que nous sommes un pays où il y a 26 langues, où il n'y avait que 6 langues qui étaient transcrites. Et ensuite, bien sûr, sous Wade déjà, on avait 23 langues qui sont déjà transcrites. Et comme les langues sont d'égale dignité, une fois transcrites, elles deviennent des langues nationales. C'est très compliqué, justement, comment, dans les écoles, prendre le choix. De langue qui va porter tout l'enseignement. Voilà. Chaque, par localité. Chaque localité demande voilà. aujourd'hui... C'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Oui, mais dans des pays comme la Chine, par exemple, ce qu'on regarde les images qu'on donne aux enfants qui sont dans les écoles maternelles, déjà dès le maternel, ils sont dans des travaux pratiques concrets. Oui. Comment démonter un ordinateur, comment démonter une voiture en miniature, entre autres. Et ça développe un peu la psychologie des enfants. Et puis il y a aussi le système dual, où le matin vous allez à l'école, le soir vous êtes dans les ateliers. Ouais, c'est ça.
Oui, c'est un bon exemple. La Chine, j'ai eu la chance d'avoir été invité plusieurs fois en Chine, hein, au moins une dizaine de fois, et je donne un cours sur la Chine moderne. Et j'ai même vécu dans des quartiers ordinaires en Chine. Voilà. Donc là-bas, l'école a beaucoup changé depuis Deng Xiaoping. Hein. Donc c'est Deng Xiaoping qui, à partir de 1979, hein, a complètement modifié ce qui se passe en Chine. Hein. Vous connaissez sa formule très connue. Hein. Peu importe la couleur du chat, qu'il soit noir ou blanc, l'essentiel c'est qu'il attrape la souris. La souris. Donc, là-bas en Chine, donc, il faut une éducation adaptée à la situation et qui permet aux enfants, une fois devenus adultes, de pouvoir travailler. C'est pourquoi, dès la petite enfance, hein, l'enfant apprend à faire du travail manuel, du travail pratique. Donc, il n'a pas le complexe, justement, de l'intellectuel comme dans nos pays là. Donc, dès ça, et puis il allie le travail pratique et le travail intellectuel. C'est vrai maintenant, bien sûr, il y a des entreprises partout. Partout, il y a de la possibilité de mettre en expérience et diplômes. Et dans nos pays, ici, par exemple au Sénégal, on peut former des gens professionnellement, mais qui ont encore des problèmes de débouchés. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont des ingénieurs et qui sont dans des spécialités tout à fait dont le pays a besoin, mais ils ne peuvent pas trouver de débouchés parce qu'ils n'ont pas assez d'entreprises. Nous n'avons pas assez de débouchés où les gens peuvent travailler. Donc, tout est lié. Il faut absolument être développé pour pouvoir également donner. Mais si on travaille aussi, on professionnalise, et puis qu'on n'a pas de débouchés possible, c'est compliqué. Sinon, on a au moins la terre. L'État doit créer la on a tout ça. Voilà. Et dans certains pays, les gens ont fait le choix d'investir dans l'agriculture, de former des ingénieurs agricoles pour permettre à ce pays aujourd'hui de se nourrir, de se développer et à travers la production, créer des entreprises. En tout cas, au Sénégal, l'eau est une force pour notre pays. La terre est une force pour notre pays. Le soleil est une force pour notre pays. On a le fleuve partout, mais on a la nappe phréatique partout, et surtout on a le maastrichtien pratiquement dans tout le nord et l'est du Sénégal. Donc on peut avoir accès à l'eau facilement. On a accès à la terre, mais il y a le soleil. Donc là, c'est un problème d'investissement. C'est un problème d'option également pour l'État. Et je pense que, comme tu dis d'ailleurs, mais également on a la mer, on a le poisson, on a tout. Franchement, on a toutes les conditions naturelles pour pouvoir développer notre pays et pour pouvoir une éducation qui s'adapte aux besoins du pays. Maintenant, il reste bien sûr d'avoir la volonté politique, et j'espère bien que cette volonté de refondation de l'éducation va aboutir. Et comme je l'ai dit d'ailleurs dans le texte, cette refondation ne peut pas s'appuyer seulement sur le ministre de l'Éducation nationale. Non. Il faut que le chef de l'État, comme les États généraux d'ailleurs, implique l'ensemble de la nation, implique les forces religieuses, les traditionnelles, les milieux culturels, lance les agriculteurs à la base et tout le monde à la fois. Mais également, il faut que les autres ministères impliqués, que ce soit l'enseignement supérieur, la formation technique et professionnelle, le ministère de la Culture, le ministère des Finances, l'ensemble des ministères impliqués doivent également être imprégnés de cette, et mettre également, faire partie de ceux qui travailleront à cette refondation. Mais le ministère de l'Éducation seulement, national seulement, ne peut pas mener cette refondation. Je l'ai dit profondément ici, et je pense que je vais être entendu. C'est bien maintenant que le ministre de l'Éducation actuel est en train d'élargir, de consulter les syndicats, les parents d'élèves, tout le monde à la fois. Il a impliqué les anciens ministres, mais également les hauts référents, comme il dit, dans un certain nombre de personnalités qui sont vraiment des sommités intellectuelles, les linguistes, hein, et ça se poursuit. Ça peut être un élément d'appui
quand le chef de l'État prendra en charge un certain nombre de choses, il ne faut pas reprendre à zéro, il faut tenir compte de ses acquis. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un pays où il y a deux écoles qui se concurrencent, l'école française et l'école coranique, les Dara entre autres. Et comment remettre tout ça pour que ce soit au profit du Sénégal? Oui, vous avez raison. Mais quand même, il faut dire que la loi d'orientation de 1991 a été modifiée en 2004 par le président Abdoulaye Wade, qui a introduit l'éducation religieuse, surtout islamique, dans les écoles publiques. D'autant plus que l'éducation religieuse chrétienne existe et très vraiment elle est presque pratiquement partout. Mais c'est lui également qui a intégré la question des Dara modernes, la modélisation des Dara. Et j'ai eu la chance de mettre ça en œuvre, de créer même l'association des maîtres coraniques, de créer les premiers Dara modernes. Et je me rappelle bien qu'avec la BID, la Banque islamique de développement, avec le ministre d'État Karim Wade à l'époque, on avait 10 milliards pour ces Dara modernes. Et depuis quelque temps, avec même le nouveau régime et sous même Macky Sall, surtout le président actuel, veut intégrer les Dara, les écoles coraniques dans le système. Mais il y a des conditions. Lesquelles? Parce qu'on ne peut pas mettre l'argent public dans de l'informel. Oui. Il faut un minimum de modernisation de ces Dara, de ces écoles coraniques, mais pour qu'on puisse voir comment faire de la comptabilité, comment contrôler les finances, comment contrôler les investissements, etc. Donc, l'intégration des Dara et des écoles coraniques dans le système éducatif moderne doit répondre à ces conditions. Bien ensuite, c'est important. Je vous ai dit au départ que dans des régions comme Diourbel, même à Touba, les gens n'acceptent pas, bien sûr, l'école moderne telle qu'elle est. Et je pense que si on intègre les valeurs du mouridisme, les valeurs de l'islam, de façon générale, la perception de ces milieux, ce que doit être un élève, un citoyen, mais il faut intégrer ça dans le système. Si on l'intègre dans le système, tout le monde va l'intégrer. Il ne faut pas que ça soit une école de Toubab, mais il faut que ça soit une école sénégalaise. Une école sénégalaise où les gens retrouvent leurs valeurs, leur islam, leur confrérie, et là, leur éducation et l'enseignement de valeurs. Et si c'est réglé, bien sûr, cette condition de modernisation, d'intégration des Dara et des écoles coraniques dans le système éducatif sénégalais, et ça va vraiment être ce que nous sommes. Parce qu'ici, au Sénégal, tout le monde, dès 6 ans, dès 3 ans, même 4 ans, 5 ans, l'enfant, le parent met son enfant à l'école coranique. N'est-ce pas? L'école, le préscolaire, c'est actuellement autour de 19%. Donc, franchement, c'est un peu faible. Moi, j'ai eu un projet à l'époque, avant de sortir, de créer une école préscolaire dans chaque école primaire du Sénégal, à l'intérieur. Oui. Et en même temps faire en sorte que dans ces écoles, qu'il y ait l'éducation religieuse, qu'il y ait un maître coranique qui accompagne. Ce que font les parents, déjà, ils savent que c'est une école qui non seulement prend en charge l'éducation au sens moderne du terme, mais également prend en charge l'éducation religieuse des enfants, les traditions et un certain nombre de valeurs. Et je pense qu'il faut absolument aller vers ça. Il y avait la case du tout petit, que le président Wade avait initié, c'est important. Eh bien, c'était un système difficile à généraliser, compte tenu du coût, qu'on a un certain nombre de choses. Mais déjà, l'enfant, dès 2-3 ans, il y a la grammaire qui apprend les contes et les légendes. Il y a un certain nombre de valeurs. Et ça, c'était une idée très forte, d'ailleurs, que l'UNESCO a adoptée. Donc, c'est une grande initiative du président Wade. Je pense que dans la refondation actuelle, on doit tenir compte de tout ça, intégrer ces idées,
intégrer ces initiatives. On ne peut pas tout abandonner. Oui. Refonder ne peut pas dire remettre en cause son histoire, remettre en cause des acquis. Non, tout, il faut un certain nombre d'acquis qu'il faut conserver, mais changer complètement de modèle d'éducation et de finalité pour justement avoir cette école vraiment qui tient compte de nos traditions, de nos valeurs, mais également de nos besoins de développement. Ouais, pour que cette école-là permette aujourd'hui aux Sénégalais, vous l'avez dit tantôt, une école inclusive où on n'oublie personne au bord de la route, tout le monde est pris en charge. Les handicapés, les personnes de mobilité réduite, les gens ne sont pas laissés en rade. Mais ça demande une concertation nationale pour que toutes les couches de la nation soient d'accord sur ce modèle. Oui, cette inclusion, c'est vrai, ça doit non seulement répondre à un concept global, mais surtout c'est la question des moyens. Parce que l'inclusivité, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande des moyens. Vous voyez, même dans beaucoup d'écoles, les enfants, dans des écoles par exemple qui sont en niveau R+1, R+2, ou bien même parfois des escaliers, eh bien, il y a un certain nombre d'écoles à Guédiawaye, à l'époque, je les avais inaugurées, où on tient compte un peu de ça. Et bon, il y a une école à Thiès pour les malvoyants, etc. Mais ça, c'est surtout. Mais il faut, pour ça, il faut des moyens. Et malheureusement, nos États n'ont pas assez de moyens. Mais quand il y a une implication de l'ensemble de la communauté, parce qu'une école, ça ne doit pas être l'école, ça ne doit pas être l'affaire du gouvernement et l'affaire des enseignants. J'ai l'habitude de donner l'exemple du Canada où parfois, l'élection du bureau des parents d'élèves est plus importante que l'élection nationale. Oui. Tout le monde est impliqué. Quand la communauté à la base est impliquée dans l'école, mais on n'a même pas besoin d'investir au sommet. Parce que chacun, le petit moyen qu'il a, il y met dedans. Donc c'est ça. Il faut que ça soit une véritable école communautaire. Quand l'école est véritablement communautaire, elle ne va laisser personne en rade. Voilà. Et surtout que les populations puissent sentir que cette école est utile. Voilà. Quand on amène nos enfants, voilà. Elle produit quelque chose après. Voilà. C'est un investissement. On est prêt à mettre tout investissement pour ses propres enfants. Quand on sait que cet enfant, non seulement il est éduqué, il est bien éduqué, il connaît sa tradition, il connaît sa religion, mais également quand il termine ses études, il ne pourra pas être en déraciné, comme l'avait montré Chamid dans l'aventure ambiguë, oui. Mais ça pourrait être une personne qui peut être utile même au niveau de son terroir. Pas forcément qu'il est là-bas pour aller à Dakar, pour aller immigrer vers Paris ou bien d'autres pays. Ça doit être une exception. Chacun reste là dans sa localité parce qu'il y a la terre partout au Sénégal. Mais est-ce que cette école qu'on va mettre en place chez nous, refondée, elle ne va pas se heurter à des résistances par rapport justement au système qui était là, le système colonial qui était là, l'école héritée de la France, qui aussi va faire des résistances pour que le modèle reste, parce que c'est le modèle qui les arrange pour leur objectif. Non, c'est vrai que la résistance, c'est quoi? C'est parce que nous, les intellectuels, nous, les enseignants, nous, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, nous sommes tous les produits de cette école coloniale. Et nous avons une culture de cette école. Et c'est très ancré. Les résistances, c'est ancré. Les résistants ne vont pas manquer. Psychologique même. C'est vrai. Ces résistants ne vont pas manquer. Mais la volonté politique, parce que tous ces pays que je viens de citer, j'ai cité des pays africains comme le Rwanda, oui, le Kenya. Voilà. Et comment on appelle ça? Un autre pays là que j'ai oublié là. Donc l'île Maurice. Oui. Voilà. Mais tout ça, c'était des pays qui étaient colonisés, non? Oui, et à l'Afrique du Sud. Même les pays européens que j'ai cités là. Mais c'était des pays également qui n'avaient pas ce système. Mais c'est parce qu'il y a une véritable révolution des mentalités, mais également une volonté politique qu'il y a eu justement des changements majeurs par rapport à ça. C'est pas forcément être riche, hein. Je vous ai donné l'exemple de la Chine.
Donc c'était un pays, grand pays, vaste et tout ça, mais qui était presque À terre. complètement à terre, avec la révolution culturelle, hein, Bien sûr, sous Mao Zedong, mais qui est reparti avec la volonté politique sous Deng Xiaoping, hein, en s'inspirant Les échecs des autres. des autres, mais également en s'appuyant sur les valeurs de la Chine, mais également sur le communisme chinois, sur ce que Mao avait fait. Ils sont pas tout balancés, hein, et en partant également de leur propre tradition. Mais c'est devenu aujourd'hui la première puissance économique du monde, hein, hein, même si Le c'est pas la Sénégal première puissance monétaire. a connu beaucoup de réformes, comme vous l'avez dit. La Voilà. plupart des réformes n'ont pas peut-être donné Ouais. ce qu'on attend. Maintenant, il faut une véritable refondation. Voilà. Et cette refondation, elle demande une volonté politique ancrée, très claire, très profonde et surtout déterminée. Et c'est ça. Et je pense que c'est pourquoi je dis dans mon texte là, il faut absolument que le président de la République en personne, lui-même soit convaincu. Oui. Et qu'il faut que ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement, l'Assemblée nationale, hein, l'ensemble des institutions de décision, hein, puissent avoir cette volonté politique pour que les populations à la base également puissent adhérer à ça. Mais pour cela, il faut une certaine pédagogie. Que depuis le président jusqu'au maire, hein, jusqu'au niveau local, jusqu'au chef de quartier, hein, voilà, jusqu'à un niveau le plus bas possible, il faut cette volonté politique. Quand cette volonté politique est là, de mon point de vue, c'est possible. Mais sans cette volonté politique, il est impossible de réussir cette refondation. Voilà, merci infiniment à M. Kalidou Diallo, président du conseil académique de l'Institut Polytechnique de Dakar. Je rappelle que vous êtes historien, ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien président de la Confémen. Nous parlons aujourd'hui de cet texte produit qui est assez intéressant, qui est de la refondation de l'école sénégalaise, comment aller en profondeur pour que l'école soit mieux adaptée par rapport à nos réalités économiques, culturelles et même culturelles, pour permettre aux pays de se développer, parce que tous les pays du monde qui ont changé leur éducation, surtout en profondeur, en refondant, se sont appuyés sur leurs valeurs et ensuite aux réalités économiques, culturelles de leur pays pour s'en sortir. Merci de m'avoir accompagné dans cette émission, merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, merci à tous, au revoir. Et merci beaucoup. Merci.